Ça t'a appris quoi sur toi, ces exits à Hong Kong? Ça m'a appris la violence d'avoir vu des gens être très arrogants et le lendemain regarder par la fenêtre très sérieusement en se disant est-ce que je vais pas me jeter par la fenêtre. Et beaucoup trop de gens sont les salariés de leur entreprise au lieu d'être les actionnaires de leur entreprise. Si tu bosses 100 heures par semaine et qu'au bout de 10 ans tu es toujours au même endroit, regarde-toi dans une glace, t'as un gros problème en fait. Des gens qui ont gardé contact avec moi, qui m'ont aidé dans la tempête et qui sont restés avec moi. 15. Next. Comment on se remet d'un coup comme ça? Si tu maîtrises les techniques de séduction, tu maîtrises les techniques de levée de fonds. Ok, donc d'abord on se forme sur la drague ou les levées de fonds? Je dis pas trop en public parce que j'ai trop peur de passer pour un fou, mais... Oussama Ammar, il n'a pas seulement inspiré des entrepreneurs, il en a fait naître des milliers. Il fonde sa première entreprise à l'âge de 15 ans. Depuis, il n'a jamais cessé de bâtir. Cofondateur de The Family, Oussama a révolutionné notre écosystème start-up avec plus de 1000 entreprises accompagnées et une valorisation cumulée au-delà du milliard de dollars. Mais surtout, il a transformé l'entrepreneuriat francophone en y insufflant sa culture start-up, son ambition et son audace. Oussama Ammar, c'est une voix qu'on n'oublie pas. Une voix qui rassemble, qui dérange parfois, mais qui ne laisse jamais indifférent. Un génie du storytelling qui tisse des récits magnétiques pour éclairer le réel ou pour la magie d'une belle histoire. Aujourd'hui encore, il partage, conseille, cofonde, là où sa vision fait toute la différence. Dans cet épisode de Business et Dolce Vita, Oussama révèle les clés d'une ascension vertigineuse. Oussama, comment tu te décrirais ce que tu fais, ton travail, ta vision, ta mission? J'aime bien dire que je suis le cofondateur préféré des entrepreneurs. Et donc, comme un cofondateur, ma mission n'est pas très définie. Un bon cofondateur, c'est comme un atome d'hydrogène. Il est là pour compléter tout ce que les autres atomes ont besoin. Donc, ça fait ma casquette multivalente et multipolyvalente. Ça me permet d'être ce que j'ai besoin d'être au moment où la boîte en a besoin. Ok, trop bien. Et j'ai mon associé, Micha, qui me dit toujours un truc hyper intéressant. Il me dit, si tu condensais la vie de quelqu'un dans un film d'1 h 30, ça ferait un film extraordinaire. Donc toi, si on condensait ta vie dans ce film, ce serait quoi le titre? Et ce serait quoi les moments essentiels qu'il devrait y avoir dans le scénario? Le titre de ma vie, ce serait le labyrinthe. Et les moments essentiels de mon enfance à Kinshasa. Après mon arrivée en France. Après, on pourrait skipper l'adolescence qui n'est pas très intéressante. Ma première entreprise, pour de vrai, où j'ai eu des employés, tout ça. Après mon voyage aux États-Unis, puis après The Family, puis Dubaï. Mais je me rends compte que c'est vaut mieux une série qu'un film. 1 h 30, à mon avis. Ouais, c'est ça, faudrait faire une série Netflix. Bah, Netflix, justement, on parle beaucoup en ce moment de faire une série. Et ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses à dire. Cool. Trop bien. Donc du coup, on va te voir bientôt sur Netflix? Je sais pas, c'est pas moi qui décide, mais en Ça tout serait drôle. cas, ils en parlent, ouais. Ok, cool. Et à 15 ans, c'est là où tu as lancé ta première boîte. Et ce que je trouve fascinant, c'est que tu t'es dit, OK, là, j'ai envie de lancer ma boîte. Tu as ouvert une société en Uruguay. Tu as trouvé, pour pouvoir facturer tes clients, tu as trouvé une banque en Suisse qui t'ouvrait, parce que tu étais mineur, ton compte en banque. Et ce que j'aime dans ce mindset, c'est que c'est l'action qui t'amène des problèmes et qui ensuite t'amène des solutions. C'est Ouais. toi qui as dû trouver ces solutions. Ouais, d'ailleurs, j'ai jamais décidé de créer une boîte. Hein, c'est surtout ça le sujet, en fait. C'est pour ça qu'avant l'interview, tu me demandais si c'était à 12 ans, 15 ans que j'ai créé ma première boîte. Il y a beaucoup de bêtises qui sont écrites là-dessus, mais c'est parce que c'est dur de comprendre la réalité. La réalité, c'est qu'à 12 ans, on m'a donné de l'argent pour faire ça, un site internet. Et ça m'a plu, et donc j'ai voulu avoir plus d'argent. Et donc la première fois, on m'a donné du cash. Après, on a envoyé de l'argent sur les comptes de mes cousins. Après, quand mes cousins, ils en pouvaient plus de recevoir de l'argent pour moi et de me le sortir en cash, il a fallu que je me dise, bon, bah, comment ils font les gens? Ah, bah, ils ont des boîtes. Ah, bah, il faut ouvrir une boîte. Ah, mais t'es mineur. Ah, j'ai pas envie d'ouvrir une boîte au nom de quelqu'un d'autre. Bon, bah, je vais ouvrir une... Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où un mineur peut ouvrir une boîte? Je tombe sur un magazine qui parlait d'offshore. Je découvre l'offshore. Je découvre l'Uruguay. J'ouvre une boîte en Uruguay à distance. Alors, on est avant 2001. Aujourd'hui, ça paraît surréaliste. Et c'est une époque où on ouvrait les comptes en Suisse par téléphone. Hein. Ouais, c'est C'est dingue. fini, ça. Hein. C'est dingue. Donc, Mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu aurais pu te dire, comme beaucoup de gens, ah là là, relou, il y a trop d'obstacles, j'abandonne. Mais en fait, dans un monde où les gens ont du mal à passer à l'action, toi, enfant, enfin ado, tu as trouvé à chaque fois, ah, un problème, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Comment ça se fait que tu avais ce mindset? C'est une bonne question. En fait, rien qu'en t'entendant, là, j'angoisse. Je me dis, mais vraiment, les gens, c'est vrai qu'ils font comme ça, en fait. Je comprends. La vie est un jeu vidéo, il y a toujours une solution à tout. Hein. Donc, quand il y a un boss difficile dans un jeu vidéo, il suffit de recommencer, tu finis par y arriver. Hein. Mais
ces histoires de mindset et tout ça, je pense que c'est très culturel. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de grandir avec un software multiculturel, ce qui m'a permis de choisir la meilleure réponse dans chaque culture par rapport à tous les problèmes. D'ailleurs, quand je me décris, j'aime bien dire que j'ai un cerveau américain, un ventre japonais, un cœur français. J'aime bien l'idée d'être un patchwork comme ça, de fonctions différentes. Et c'est vrai que vaut mieux aimer comme un Français et faire du business comme un Américain que Ouais. faire du business comme un Français et aimer comme un Américain. Là, t'es très malheureux, quoi. Ouais. Et c'est pas parce que tu fais du business comme un Américain que t'as besoin de manger comme un Américain ou d'aimer comme un Américain. Je pense que les gens sous-estiment à quel point les cultures sont des softwares dont tu peux t'upgrader et tu peux décider, en fait, à des moments. Et de la même façon, la version suprême de ça, c'est que comme tout est programmable, bah, il y a même des softwares où tu les trouves dans aucune culture et tu décides de faire ta propre version, en fait. Mais il n'y a pas de raison. La réalité a toujours été décidée par quelqu'un. Et si cette personne a décidé que quelque chose était impossible, bah, c'est juste une question d'énergie. Alors, des fois, l'énergie vaut pas le coup. Hein, ça veut pas... Faut pas être con. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'épate. C'est à quel point les gens, quand ils ont une vision de comment doivent être les choses, ils vont être extrêmement obstinés dans leur vision des choses. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est tu as besoin d'avancer. S'il n'y a pas de chemin, tu crées le chemin. Mais très souvent, il y a un chemin parallèle pour avancer. Ouais, mais c'est assez rare comme mindset quand même, surtout à 15 ans. Si on revient un petit peu à cette époque, j'ose même pas imaginer. Tu as dû te sentir quand même seul, parce qu'à 15 ans, on pense à rien. Du tout, ouais, C'est vrai? Comment ils étaient un petit peu les personnes qui t'entouraient, les ados de 15 ans? Est-ce que eux aussi, Mais ils tu s'en leur... foutaient, en fait. En fait, le truc, c'est que j'avais pas besoin de parler de tout ça. Toute ma vie, j'ai été un original que personne ne croyait. C'est un truc... quand j'étais en primaire, on disait que je mentais parce que je racontais l'histoire de mes frères. Quand j'étais au collège, on me disait que je mentais parce que je racontais ma vie au Brésil. Quand j'étais au lycée, on disait que je mentais parce que ma première petite amie avait fait la une de Playboy et personne ne me croyait. Enfin, en fait, si tu veux, en fait, j'ai tellement eu l'habitude d'être rejeté. Et puis, il y avait toujours une minorité de gens qui, elles, passaient à travers le mur et me croyaient. Et cette minorité a toujours été très gentille avec moi. Donc, en fait, j'étais très populaire. J'étais pas seul, mais j'étais populaire auprès d'un groupe de gens intéressants. Au lycée... je pense que la majorité de la classe me supportait pas, mais les gens les plus intelligents de la classe m'adoraient, donc moi ça m'allait en fait. J'avais pas envie non plus de fréquenter les gens moyens en fait. Donc à tous les âges, j'ai toujours été attiré par les gens les plus brillants, les plus puissants, et assez naturellement eux-mêmes ont été attirés par moi. Donc l'espèce de mépris général, d'incompréhension et tout, c'était pas mon problème, parce que de toute façon, en fait, j'avais rien à leur dire de toute façon. J'ai jamais trop compris ce sentiment. Quand les gens disent « ouais, je me sens seul » et tout ça, encore une fois, c'est un problème de rapport de soi à soi. C'est-à-dire qu'on essaie d'être aimé de gens où on n'a pas grand-chose à leur apporter ou leur dire, en fait. Et c'est pour ça qu'on est seul, c'est parce qu'on n'a pas le temps de connecter avec les personnes avec qui on devrait connecter, quoi. Ouais, complètement. Et est-ce que c'est là, quand tu as lancé justement ta première boîte, où tu t'es rendu compte que tu pensais différemment des autres? Je l'ai jamais vécu comme ça. C'est comme ces histoires-là de HPI en ce moment. Ouais. Tout le monde est neurodivergent, HPI, Les zèbres. zèbre, je sais pas quoi. C'est de la connerie. Enfin, franchement, évidemment qu'il y a une part de réalité là-dedans, mais la vérité, elle n'est pas là. La vérité, c'est que fondamentalement, il y a un moment, encore une fois, tu as un software, et dans ce software, tu as des features. Tu as des choses acquises, tu as des choses innées, donc tu as une compréhension de ton inné, et les gens, ça les rend cinglés de leur dire qu'il y a des gens qui sont nés avec la grâce. Ça, c'est un truc, tu veux vraiment énerver les gens. Il y a des gens, ils sont plus grands, il y a des gens, ils sont plus beaux, il y a des gens, ils sont plus forts. Il y a des gens, souvent les gens qui donnent des conseils de gym sont des gens qui ont même des génétiques extraordinaires pour la gym. J'ai jamais vu un mec qui a une génétique contre le sport, qui va au sport et qui ensuite a des résultats suffisamment brillants pour impressionner. Donc, les gens n'arrivent pas à percevoir l'inégalité profonde que l'univers introduit en nous. Mais cette inégalité, elle est aussi une force. C'est qu'en fait, chacun d'entre nous, on a, comme dans un jeu vidéo, des weights, des caractéristiques, et on n'apprend pas assez à les explorer. On n'apprend pas assez à faire de quêtes secondaires. Et comme les gens ne font pas assez de quêtes secondaires, ils passent leur temps à ne faire qu'une seule chose, c'est se comparer. Comparer à leur entourage, comparer à leurs frères et sœurs, comparer leur intérieur à l'extérieur des autres. Et résultat, la comparaison, ça prend beaucoup d'énergie. En plus, c'est une information extrêmement biaisée. Tu n'es jamais dans le vrai, dans la comparaison. Qu'est-ce que t'en sais? Je veux dire, tu te compares à un concurrent, peut-être qu'il est en train de mentir. Moi, je vois le nombre de boîtes que j'ai fait mentir sur leurs résultats pour créer des illusions de marché jusqu'au moment où elles atteignent les vrais résultats.
Et je voyais les autres être là, déprimés, en disant ils sont trop forts et tout. Et vraiment, les gens sont des losers. Et pourquoi? Parce qu'ils se comparent. Et c'est pour ça que moi, j'avais un poster dans mon bureau avant où il y avait marqué en gros benchmark is for loser. La comparaison, c'est un truc de loser. Si tu arrêtes de te comparer, tu n'as plus qu'une seule chose à faire, c'est de regarder tes caractéristiques, ton point de départ, et de regarder ta croissance. Et donc te dire, ok, aujourd'hui, j'écris comme ça. Est-ce que si tous les jours j'écris 1 heure, est-ce que je vais améliorer mon écriture? Alors, j'écris tous les jours 1 heure pendant un an. Ah, c'est pas mieux. Bon, peut-être qu'il me manque des trucs. Peut-être que je devrais plutôt compter. Ah tiens, c'est marrant. Là, en 1 heure par jour, tiens, c'est bizarre, je fais 10% de progrès par jour. Ah bah tiens, si je mets 2 heures, je fais 30% de progrès. Ah bah tiens, j'ai peut-être trouvé quelque chose d'intéressant à faire. Et en fait, si tu te concentres que sur toi-même et que tu oublies les gens, que tu oublies le monde extérieur, que tu oublies tout le monde, eh ben, tu vas découvrir des chemins que personne n'aurait pu te donner, que personne n'aurait pu deviner et qui vont définir ta personne. Et alors, il y a des gens, ils sont la barre du thé. Donc, ils sont très, très, très profonds sur un sujet et ils sont complètement cons sur les autres. Et ça, c'est toujours fascinant à voir. Il y a des gens... moi, je me souviens, j'étais en prépa avec des gens, ils étaient très, très, très forts en maths et ils ne savaient pas tenir une fourchette. Ils disaient, ouais, vraiment, leur cerveau à eux, c'était vraiment spécialisé. Puis, il y a des gens, comme moi, qui sont plutôt la barre du thé. Ils sont nuls dans tout, mais ils le font avec style. Et donc, ils arrivent à connaître tellement de domaines différents, les 20% nécessaires de tous les domaines, qu'ils arrivent en fait à mobiliser les gens, à faire de la cohésion et surtout à aider ces top bars à se parler. Parce que leur problème à ces bars, c'est que s'ils n'ont pas le chapeau du thé, ils ne s'accrochent pas les uns aux autres. Mais pareil, il faut que ce soit ta mission. Moi, si je passais mon temps à me comparer, moi je travaille avec les gens les plus intelligents du monde. Si je passais mon temps à me comparer à leur intelligence, je serais très déprimé. Je suis le plus con d'entre eux. Mais j'ai d'autres choses. J'ai des choses qu'ils n'ont pas. J'ai de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est un truc que j'ai vu il y a très longtemps en moi. Je me suis rendu compte que j'avais une très très bonne notion du futur. C'est même devenu une blague. Les gens m'appellent Nostradamus. Les visionnaires. Parce que le nombre de prédictions que j'ai fait qui se sont avérées justes est assez folle. Mais ça, j'ai mis du temps à en prendre conscience. Et maintenant que j'en ai conscience, je le travaille. Tu vois, je m'informe de façon différente. Je me dis, tiens, comment je peux utiliser cette clairvoyance pour avoir de meilleures décisions business? Mais tu vois, ça vient de l'intérieur. Ça vient pas d'une comparaison parce que j'ai vu que c'était cool de faire ça ou je sais pas quoi. Ouais, en gros, c'est chercher, donc toi, te comparer à toi-même, regarder dans quoi tu es bon, Ouais. trouver en fait, ah tiens là, je sens qu'il y a une fibre, et aller dans cette direction-là et la Exactement. travailler. Exactement. Et comme dans un jeu, vraiment, le jeu vidéo est vraiment une très bonne image. Dans un jeu vidéo, il y a des gens, ils jouent en quête principale. Ils veulent tuer les boss le plus vite possible et passer tous les niveaux. Puis il y a des gens qui jouent en quête secondaire. Ils passent les boss que parce qu'ils ont fait plein de trucs dans la quête secondaire et qui sont arrivés après à la quête principale. C'est vraiment deux façons. Tu vois, Snoop Dogg, il est quête secondaire. Je sais pas si tu as vu Snoop Dogg aux Jeux Olympiques. Snoop Dogg qui cuisine avec Martha Stewart. Snoop Dogg qui fait une chaîne pour les enfants qui s'appelle Snoop Kid, qui est extraordinaire. C'est des chansons d'affirmation pour les enfants, Trop drôle. etc. Donc tu vois, c'est un mec de quête secondaire. Il a fait des NFT. Il n'arrête pas les quêtes secondaires. Dre, c'est un mec de quête principale. Il a fait des albums de rap. Point. Alors un jour, il s'est dit, je vais faire une boîte. Il a arrêté le rap. Un seul truc à la fois. Ouais, focus. Mais c'est un autre type de personnalité. Intéressant, intéressant. Et toi, donc, entre 15 ans et 23 ans, super intéressant, tu réalises un nouveau challenge impossible, parce que tu en as réalisé plein. J'adore. Tu vends 2 boîtes et tu commences à bosser justement pour le fonds d'investissement à Hong Kong, à qui tu as vendu une des boîtes. Et avec le recul, ça t'a appris quoi sur toi? Ça, cet exit, ces exits. Ça m'a appris la violence. C'était des gens extrêmement violents. En fait, j'ai la chance d'avoir eu mon éducation dans les affaires faite très jeune par les gens les plus intenses du monde. Que fond de pays à Hong Kong, tu peux pas faire plus intense. Il faut gagner, point. Genre, avoir raison, ça ne sais pas ce que ça veut dire. Le débat, c'est pas leur sujet. Ils veulent gagner et gagner plein d'argent. Et ils ont vraiment ce goût de l'argent. Tu sais, à Hong Kong, comment on dit je te souhaite la bonne année? Alors, j'ai honte, je sais plus, c'est Xiang King Feng, je crois, mais j'ai peur de dire une bêtise. On pourra vérifier, on pourra l'écrire dans la vidéo, mais ça, littéralement, ça veut dire je te souhaite plein d'argent.
littéralement la façon dont ils disent en cantonais la bonne année. Quand ta culture est à ce point orientée sur l'argent, bah, ça donne beaucoup de facilité pour les affaires. Ça donne beaucoup de facilité pour une deuxième chose qui est le deal making. Alors, les Chinois ont la réputation de ne pas respecter leurs contrats, ce qui est une très fausse réputation. C'est juste que les Chinois ne croient pas au contrat écrit. Pour eux, un contrat, c'est vivant. Et un contrat, c'est un rapport de force permanent, équilibré. Et qui donc change en fonction des circonstances. Là où les Occidentaux ont cette vision extrêmement enfantine des contrats, qui est on a écrit des trucs, Ouais. voilà, c'est écrit, on ne bouge plus. Ce qui n'est pas du... Alors, qui est vraiment une sacrée hypocrisie, parce qu'en fait, personne ne respecte les contrats en Occident, tout le monde fait semblant de respecter les contrats. Et les contrats, ça ne sert que quand on se tape dessus, en fait. Hein. C'est pas la vérité. Mais, et donc, ça donne cette mécompréhension entre l'Occident et l'Orient chinois. Mais en fait, les Chinois n'ont qu'une parole. C'est juste que il faut comprendre sur quoi elle est, cette parole. Elle n'est pas sur les conditions, elle est sur l'entente, l'accord, etc. Et ça, c'est super bien comme truc à apprendre. Donc vraiment, super expérience qui s'est finie en 2008. Dans la douleur, parce que la crise de 2008, c'était quelque chose. Et alors, je suis aussi très heureux d'avoir vécu ça de l'intérieur. Je suis très heureux d'avoir vu des gens être très, très, très arrogants. Et le lendemain, regarder par la fenêtre très sérieusement en se disant, est-ce que je vais pas me jeter par la fenêtre? Et quand tu passes du top of the world au bottom of the world en 24 heures, littéralement, hein, Lehman Brothers fait faillite. Tous ces gens ont perdu des centaines et centaines de millions par marcher dans la rue. Tu voyais des gens avec leurs cartons. Et d'un seul coup, tu voyais des gens qui avaient tout dans la vie, qui avaient... et vraiment, quand je dis arrogant, c'est... Il y avait une blague, c'est comment un mec qui travaille dans la finance à Hong Kong se suicide. Il monte tout en haut de son ego et il se jette. Pour te dire, Ouais. pour te dire tellement à quel point les gens étaient arrogants, ils en blaguaient, quoi. Tu vois. Et ces gens-là, du jour au lendemain, qui se font genre wipe out, c'est une super expérience humaine à vivre parce que tu te rends compte que les vrais de vrais, les vrais solides, en fait, c'est dans ces moments de crise. C'est les gens qui sont vraiment antifragiles. Et qu'en fait, c'est pas ceux que tu crois. C'est pas les plus shiny, c'est pas les plus... Des gens qui, en fait, quoi qu'il arrive, ils sont là, debout, prennent la tempête dans la gueule et il y a de l'argent, ils sont heureux, il n'y a pas d'argent, ça change rien. Ils seront là pour faire des deals. Et ça, c'était une super, super école. En fait, leur valeur, elle n'est pas corrélée au résultat, c'est ça? Leur valeur n'est pas corrélée au résultat. Ils ont vraiment le sens du voyage, en fait. Ils ont vraiment le... Ils comprennent que l'outcome n'est pas 100% dans leur maîtrise. C'est la cohérence de leur travail qui finit par produire un résultat. Ouais, intéressant. Intéressant. Et après, justement, tu as aidé plein de startups à Ouais, alors exploser. à plus tard, parce que Ouais. d'abord, je suis rentré en France, j'ai créé une boîte qui s'appelle Ipios, qui est ma première expérience vraiment entrepreneuriale avec des employés, etc. Et ensuite, j'ai été aux États-Unis et après, j'ai créé The Family. Et à The Family, j'ai aidé des centaines d'entrepreneurs assez facilement parce que, grosso modo, je me suis rendu compte de trois choses. C'est que j'avais fait tellement d'erreurs en tant qu'entrepreneur et j'étais tellement mauvais que c'était facile pour moi de dire aux gens les conneries à éviter. J'avais un naturel fabuleux aux conneries. Et puis, la deuxième chose, c'est que émotionnellement, je comprenais ce qu'ils vivaient. En France, ce qui n'était pas courant, hein, parce que en France, quelqu'un qui avait vécu la pression d'être entrepreneur. Et puis, la dernière chose, c'est que j'avais un rapport au courage et à la violence que les gens n'avaient pas localement. C'est-à-dire que j'avais pas peur de me mettre la BPI à dos, j'avais pas peur de me mettre les lobbies à dos, les notaires à dos, les je sais pas quoi. Et donc, j'avais le dos large et beaucoup de gens pouvaient se cacher derrière mon dos, quoi. Et donc, pour beaucoup d'entrepreneurs, ça leur donnait un peu comme dans un gang, tu vois. Quand le leader, il en impose, ouais, tu peux faire le cake parce que tu te sens protégé. Et je pense que ça a aidé une génération d'entrepreneurs qui tout seul n'auraient jamais osé mener ces combats, qui d'un seul coup se dit, ouais, on est dans un groupe où on peut aller attaquer ce genre de domaine. T'as ouvert des portes. Ouais, je pense. À la force de ta tête. Un peu, ouais. Et est-ce que sur ce parcours quand même qui est incroyable, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as dû sacrifier des choses? Je crois pas. Je sais que les gens adorent parler de sacrifice. C'est une grande passion, surtout en France. On se dit, ah, ouais, j'ai tout sacrifié. J'ai jamais rien sacrifié, j'ai juste fait des choix. Alors, j'ai un lifestyle où il est très courant. Tu vois, dimanche, on était sur un bateau. La vie est douce. Depuis dimanche jusqu'à là, maintenant, je suis pas sorti de ma chambre. Une seule fois.
Littéralement, j'ai pris une douche pour venir te voir et tourner ce podcast. J'étais dans un tunnel de travail. Donc, c'est vrai que tu pourrais dire, ah, c'est du sacrifice, machin, mais je le vois pas comme du sacrifice, je le vois comme un choix. Il y a des moments d'hyperproduction et il y a des moments de récolte. Et moi, je ne sais pas vivre ma vie autrement. Donc, les gens, tu vois, ils ont un travail de 9h à 17h. À 17h, ils déconnectent leur cerveau. Ils vont voir leurs enfants, leur famille. La vie est belle et c'est cool. Et franchement, c'est un modèle que je souhaite à la majorité des gens. Je sais pas à quel moment on a commencé à rendre ça moins glamour et à dire aux gens que c'était terrible, etc. C'est une très grande question pour moi. Parce qu'en fait, quand ça marche bien, quand le système marche bien, tu vois, les employés à Dubaï, ils ont une vie incroyable. Le pays tourne bien, ils ne payent pas d'impôts, ils ont des bons salaires, ils font un travail pas très compliqué, et puis quand ils produisent assez pour produire de la valeur, tout le monde est gagnant. Donc c'est assez cool. Ensuite, il y a, ok, je veux une vie extraordinaire, je veux pas une vie ordinaire. Ok, mais si tu veux une vie extraordinaire, il faut payer le prix de cette vie extraordinaire. Et le prix à payer, c'est de passer dans un mode où tu es en discontinu. Tu as des grands moments de tunnel et tu as des grands moments de joie. Moi, quand j'ai quitté The Family, et avant que les problèmes démarrent et tout, j'ai eu 2 ans de vacances. En 2 ans, vraiment, je ne faisais rien. J'étais très bien, je buvais des cocktails, et puis après, The Family est venu me faire chier. Tous mes comptes ont été frisés, je suis retombé à zéro. J'imaginais pas qu'à l'âge de 34 ans, je serais à nouveau ruiné. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Bon, bah, c'est pas grave, on se remonte les manches et on repart. Et là, en plus, on repart avec 2 boulets aux pieds qui sont les procès de The Family, la mauvaise réputation, les emmerdes. Mais en fait, enfin, c'est juste une contrainte, en fait. À la fin, bon, bah, résultat, il faut beaucoup travailler. Alors, tu pourrais dire c'est un sacrifice, mais c'est pas un sacrifice. C'est, la conséquence de mes décisions. C'est pas pour rien que The Family est arrivé. C'est un enchaînement de mauvais choix que j'ai fait et qui m'a amené là. Bon, bah, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Pas la peine de passer sa vie à essayer d'analyser pourquoi tu as perdu, parce que de toute façon, c'est déjà fait. Donc, autant effacer la partie. Et quand tu recommences, bah, tu recommences avec un handicap, bah, c'est pas grave, tu vas devenir plus fort. Et ce handicap, tu peux le surplomber. Mais il faut mettre énormément d'énergie. Et moi, j'ai toujours vécu ma vie de façon discontinue. Je peux passer 2 mois à ne rien faire, moi, enjoy life, et ensuite 3 mois à travailler et avoir des résultats qui vont durer des années dessus, quoi. Trop intéressant. Et c'est là où, en fait, je pense que le problème, c'est que quand tu passes de salarié à entrepreneur, t'as pas compris que tu as changé de nature et qu'il n'y a plus personne pour regarder ton travail. Et beaucoup trop de gens sont les salariés de leur entreprise au lieu d'être les actionnaires de leur entreprise. Ils ne cherchent pas à créer de la valeur, ils cherchent à créer de la légitimité et du mérite. Et tout le monde s'en fout de ton mérite. Je veux dire, moi, quand un entrepreneur vient me voir, il me dit « Ouais, moi, je bosse 100 heures par semaine. » Ok, mais pour quel résultat? Si tu bosses 100 heures par semaine et tu es leader de ton secteur, ouais, très bien. Mais si tu bosses 100 heures par semaine et qu'au bout de 10 ans, tu es toujours au même endroit, regarde-toi dans une glace, tu as un gros problème, en fait. Et c'est ça qui est terrible dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est une méritocratie dans laquelle le marché vote avec le temps ou l'argent. Il n'y a personne pour venir te dire « Bravo, tu as fait un bon travail » ou « Bravo, tu viens de la bonne famille » ou « C'est bien, tu as la bonne tête ». Tout le monde s'en fout. Les gens, ils aiment ton produit, ils achètent ton produit. Ils n'aiment pas ton produit, ils n'achètent pas ton produit. Enfin, il n'y a pas besoin d'être très psychologue pour comprendre, en fait. Et c'est cette réalité souvent qui est gênante. D'ailleurs, c'est la plus grande réalité de la francophonie. On a un vocabulaire dans l'entrepreneuriat dans la francophonie qui est à se taper la tête contre les murs. Les entrepreneurs sont très fiers de ne pas se payer. J'ai jamais compris ce truc. Les mecs qui disent « Ouais, moi, je me suis pas payé pendant 6 ans. » Mais connard, t'as vécu comment, enfin? De quoi tu nous parles, en fait? Non, t'as fait de la BS, comme tout le monde, en France. Alors oui, t'as pas pris de fiche de paye, ok. Mais si, il y avait de l'argent qui passait, t'en as pris une partie pour toi, parce que sinon tu serais mort, en fait. Et tu vois, cette incapacité que ont les Français à dire la vérité, et les entrepreneurs français à dire la vérité, et cette passion du virtue signaling qu'ils ont tous à se mettre des labels éco-responsables, machin, truc, badule, machin, je me paye pas, machin. La dernière fois, j'ai entendu un entrepreneur qui disait « Ouais, je suis le mec le moins bien payé de ma boîte. » Après, je parle avec lui, je dis « Attends, je comprends pas. » Il dit « Ouais, non, mais c'est parce que je prends tout en dividende. » Moi, j'ai envie de foutre des baffes à des mecs comme ça. On s'en fout de comment tu te payes, tu vois. Si tu es en train de me dire « Ouais, c'est vraiment... Mais c'est parce que... Mais c'est de la faute du public, hein, c'est pas de la faute de ces gens. Parce qu'en fait, il y a une telle prime à l'hypocrisie. On te valorise tellement quand tu es hypocrite que forcément, il y a un moment, les gens ils sont pas cons, ils deviennent hypocrites. Et si on valorisait la sincérité et l'authenticité et qu'on arrêtait
peut chercher de la vertu là où il ne devrait pas y en avoir. Les entrepreneurs, ils sont là pour gagner de l'argent. Et quand ils gagnent de l'argent, on doit les célébrer. Ils ne sont pas là pour sauver la planète. Ils ne sont pas là pour avoir un impact. C'est ça le rôle de la politique. La politique fait rien. Donc il y a un moment, soit on est politicien, soit on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on fait de l'argent. Point. Ouais. On a honte de gagner de l'argent. En fait. Bien sûr. Maintenant, les gens, ils sont tous là à parler d'impact, de je sais pas quoi. L'impact dans l'entrepreneuriat, c'est le boss final. Il y a combien de boîtes qui ont de l'impact? Facebook, OpenAI, enfin, sur 1 million d'entrepreneurs, combien ont le droit de dire j'ai eu de l'impact? 1, 2. Tous les autres, c'est marginal leur impact. Mais c'est normal. Ouais, complètement. Et toi, justement, c'est intéressant. Il y a plein de sujets hyper intéressants dans ce que tu viens de dire. Quand tu dis justement, parce qu'il y a énormément cette notion de sacrifice, c'est pour ça que je t'en parlais justement, c'est vrai qu'en francophonie, on en parle beaucoup. Mais en fait, je vois exactement la même chose que toi. On parle de choix ici. C'est pas des sacrifices, c'est des choix. Et toi, justement, tes choix, ils t'ont emmené là, comme tu le disais. Comment on se remet d'un coup dur avec, comme tu le disais, ben voilà, maintenant c'est compliqué. Comment on se remet de ça? C'est quoi la stratégie? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as des compétences qui sont acquises, que tu peux revendre, etc. Comment on se remet d'un coup comme ça? Next. Next. Page blanche, next. On passe à autre chose. En fait, ça, c'est une capacité qui est vraiment rare. Mais il n'y a que 2 types de situations. Il y a ce que tu peux réparer. Et ben, dans ce cas-là, tu le répares. Tu le solutionnes. Et il y a ce que tu peux rien faire. Et tu peux pas le subir. Tu next. En fait, cette incapacité que les gens à nexter... de toute façon, les gens vivent trop dans le futur ou trop dans le passé. Hein. Ça, c'est vivre profondément dans le présent et comprendre que ton seul champ d'action, c'est le présent. D'ailleurs, les gens qui fabriquent le futur, c'est des gens qui amènent le futur au présent. Pas des gens qui prennent le présent au futur. Et d'ailleurs, les gens qui vivent dans le passé, alors eux, jamais j'aimerais être comme ça. D'ailleurs, tu sais qu'un truc qui me caractérise, c'est qu'au fond, je me souviens de rien de ce que j'ai fait réellement. Steve Jobs, quand il est arrivé à Apple, le premier jour, il y avait un musée Apple, il a tout jeté. Il a jeté tout ça. Je ferais la même chose. Je ne supporte pas la nostalgie. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, je change de groupe d'amis, parce que je déteste ce truc que les gens ont, et que quand tu vis quelque chose d'intense avec eux, ça devient leur histoire en boucle et leur guerre pendant 20 ans. Mm. Tu vois, genre, ah ouais, on a fait ci, on a fait... Ben, c'est cool, mais on peut faire mieux, non? On n'est pas mort, Ouais. la vie, elle n'est pas arrêtée. Tu vois, c'est bon, on a trouvé un trésor, mais viens, on va en chercher un autre. Mais la majorité des gens, c'est pas comme ça. La majorité des gens, c'est déjà, quand ils tombent une fois sur un trésor, ils se disent, est-ce que je vais tomber sur un autre? On ne sait pas, on va pas prendre de risques. Et ils tournent en rond, ils radotent et ils radotent et ils radotent. Je déteste la radoterie. Vraiment, moi, j'ai besoin d'une énergie qui est, vas-y, page blanche, next. Next, ouais. Et d'ailleurs, les gens se rendent pas compte de la beauté de la page blanche. La page blanche, c'est un cadeau. C'est un truc que je dis pas trop en public, mais parce que j'ai trop peur de passer pour un fou, mais ton public comprendra. Faut pas que ce soit mis en short, ce truc. Mais en fait, quand The Family m'a menacé d'aller dans la presse et tout, parce que tu vois, ils m'ont dit, ouais, on va aller dans la presse, on va dire aux gens. Il y a une partie de moi qui en avait très envie. Il y a une partie de moi qui jubilait à ça. Qui me disait, ah, vous n'allez pas me faire ce cadeau quand même. Parce qu'en fait, je vivais dans un groupe de gens avec lesquels j'avais créé beaucoup de relations. Et c'était un groupe de gens, je pouvais plus blairer. Ça arrive dans la vie, tu vois, tu es dans un écosystème, tu rends des services, tu connais des gens, tu bâtis un network. Et en fait, à un moment, ton network, il devient géant, quoi. Et en fait, les gens se rendent pas compte. Hein. Mais moi, quand les gens me disent, ouais, t'as un réseau et tout, le réseau, ce n'est que des emmerdes. C'est que des gens à qui tu dois des choses, qui veulent des choses, qui te demandent des choses. Moi, il y a un moment, en 2019, qui est l'année de mon pic perso, où j'étais en haut de la montagne, tous les jours, il n'y a pas une journée dans l'année en 2019 où il n'y a pas un mec puissant qui m'a pas appelé pour prendre un enfant en stage. Pas un jour. Genre, mon assistante, c'était la blague du jour. Qui va nous appeler aujourd'hui pour... Puis tu peux pas leur dire, mais j'en veux pas de ton gosse pourri. Donc t'avais combien de stagiaires? Mais non, mais je les prenais pas. Les résultats, mais t'imagines, j'avais quelqu'un à temps plein qui faisait un call avec les gens,
prenez les gosses, leur faisait passer une Oui. bonne expérience. Bah ouais, Tu peux pas dire non. tu peux pas dire non. Mm. Et qui, après, essayaient de les replacer et de les refourguer. Donc, quand ils étaient bons, on essayait de les refourguer vers le haut. Ouais. Quand ils étaient OK, on les refourguait à l'égalité. Puis quand ils étaient mauvais, on les refourguait vers le bas, aux gens qu'on n'aimait pas. C'est de mettre des bons comme ça. Mais non, mais t'imagines? Mm. Moi, il y a un moment, je me suis dit, putain, j'en peux plus. Donc, je me suis dit, ces articles, tous ces gens-là, ils vont disparaître. Tu vois, en page blanche. Ils ont tous disparu. Hein. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est... Tous? Ah mais 100%. Les gens ne peuvent même pas imaginer. Sur je sais pas combien de milliers d'entrepreneurs que j'ai aidés à The Family, des gens qui ont gardé contact avec moi, qui m'ont aidé dans la tempête et qui sont restés avec moi, 15. Mm. C'est un truc, ça c'est un reset de vie Tant mieux. hors du commun. Mais Ça exactement, trie. Mm. mais c'est fabuleux. Alors, au fond, j'aurais peut-être pas préféré les articles, peut-être que j'aurais préféré vivre tout ça, mais ça n'a pas que des désavantages. Les gens imaginent que c'est terrible et tout. Il y a des petits avantages. Et c'est quoi tes critères aujourd'hui, justement, pour faire rentrer les gens dans ta vie, que ce soit pro ou perso? Il n'y a pas de critères. T'as pas de critères? Non, de toute Non. façon, tu sais, tu peux pas contrôler, en fait. Quand tu essayes de trier, de machin, de mon expérience, il faut vivre avec ce que la vie t'offre. Donc, quand tu n'as pas de succès, tu attires à toi des gens forts et tu attires à toi des gens qui t'aident à avoir du succès. Et quand tu as du succès, tu attires à toi des piques-assiettes qui piquent une partie de ton succès. Et je trouve ça tout à fait normal, en fait. Mm. Parce qu'en fait, c'est le cycle de la vie. Quand tu es dans l'abondance, il faut partager. Et puis tu partages avec des gens qui ne méritent pas. Mais c'est pas grave. Parce que comment tu veux trier, de toute façon? Donc, alors, évidemment, il ne faut pas être con. Et ces gens te font du mal et tout. Mais c'est pas évident. D'ailleurs, tous ces gens-là qui ont disparu de ma vie, ils m'ont jamais fait de mal. Hein. Quand j'étais au top, ils me rendaient des services, ils me faisaient gagner de l'argent. C'est un écosystème, tu sais, ils participent à ta montée. Et c'est juste que je comprends que quand tu descends, je dis, bah, attends, c'est plus mon problème. Et c'est normal parce qu'ils ont des vies, ils n'ont pas que ça à foutre. Ils n'ont pas que ça à faire d'aller défendre un mec et son honneur alors qu'ils n'en savent rien à faire. Donc ils se disent, on va laisser le temps. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de ces gens-là qui commencent à reprendre contact avec moi. Donc je sens que c'est le début de la réhabilitation. Et j'ai autour de moi des gens qui ont vécu la guerre, donc, et qui sont vénères, tu vois, qui me disent, mais tu peux pas, mais tu vas pas laisser ces gens rentrer dans ta vie et tout. Je dis, mais pourquoi? Enfin, c'est un bon signe. Ça veut dire que les choses vont mieux. Et merci de m'avoir accompagné dans la guerre. Ne t'inquiète pas, je vais pas t'oublier, je vais pas te machin, mais ça sert à Ça te rien. laisse même pas un petit peu? Non. Non? Non, parce que c'est naturel, en fait. On peut pas valoriser ce qui est extraordinaire si on ne reconnaît pas ce qui est naturel. Je peux pas valoriser que des gens m'aient soutenu et qui ont été incroyables si je commence à en vouloir aux gens qui l'ont pas fait. Parce que c'est normal de pas le faire. C'est pour ça que c'est incroyable de l'avoir fait. Mm. Sinon, ça aurait pas de valeur. Mais j'imagine quand même qu'il y a plein de gens qui t'écrivent, qui veulent rentrer en contact avec toi et tu laisses pas forcément rentrer tout le monde. Bah, si, Si. si, je laisse rentrer tout le monde. Mais c'est ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est facile de me rencontrer, c'est dur de garder le lien avec moi. Mm. C'est facile de rentrer dans ma vie, c'est extrêmement dur d'y rester. C'est ça, en fait, le truc. Mais c'est pas grave. Ça crée du mouvement, en fait. Ouais. Bah, C'est bien. mais encore une fois, je vois pas pourquoi je serais difficile d'accès. J'ai jamais compris ce truc. J'ai beaucoup d'amis qui fabriquent la difficulté d'accès, la mystification de leur personnage. C'est du talent aussi. Hein, mais c'est un talent d'acteur que j'ai pas. J'ai pas que ça à foutre. Et puis j'ai pas l'énergie, en fait. Tu vois, moi j'ai des amis qui travaillent très dur à construire leur image. Je sais pas où ils trouvent l'énergie. Moi, je me dirais, oh là là, j'y passe 5 minutes, je me dis, oh, j'ai mal à la tête. Vas-y, je veux faire autre chose, je veux fabriquer quelque chose. Et résultat, bah, j'ai une image terrible. Hein. Je sais pas. C'est pas un Mais bon même pas conseil. par rapport à l'image, mais plus, tu sais, il y a des gens, juste, s'ils ont pas les mêmes valeurs que toi, ou Ah, tu te dis... tu le découvres en les connaissant. Hein. Puis de toute façon, les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, ils sont quand même beaucoup plus intéressants que les gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Parce que ça aussi, c'est le truc. C'est que à force de sélectionner, à force d'être en environnement homogène, tu deviens très fragile. Parce que tu te racontes tout le temps la même chose. Hein. Moi, je fréquente tout ce qui est infréquentable. Moi, les gens d'extrême droite m'invitent dans les podcasts, j'y vais. On me dit, ah, t'as fait un podcast. Ta gueule, je m'appelle Oussama. J'ai bien un droit de faire un truc. C'est d'aller parler à des gens qui m'aiment pas. Et puis, je trouve ça formidable. Tu vois, je me dis, par exemple, comment s'appelle, la Thaïs Descouffons, elle m'invite. Elle est France-identitaire, elle veut tous les Arabes dehors. Elle invite Oussama à sa table. Alors déjà, je suis très flatté en tant qu'Oussama de mériter
la discussion avec elle. Puis en fait, puis elle a des choses intéressantes à dire, comme tout le monde. Il n'y a personne qui a rien d'intéressant à dire. Et puis comme tout le monde, elle dit des grosses conneries, puis on débat, puis même moi, le nombre de conneries que je dis par minute, sont suffisamment spotés sur Internet pour que les gens les trouvent. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que tu as besoin d'être confronté au réel en permanence si tu veux pouvoir être réel. Et tous ces trucs d'éviter la confrontation, d'éviter le dialogue, d'éviter de frictionner, par peur de te perdre, par peur de légitimer, c'est en fait le meilleur moyen de te perdre, de légitimer et de devenir très très fragile. Et ça donne des gens qui vivent dans des bulles où ils savent même plus ce qui est réel. Ils ne savent même plus ce qui est réel. Donc go with the flow, quoi. Ouais, clairement. Go with the flow. Trop bien, j'adore. Et là, toi, une de tes spécialités, c'est les levées de fonds. D'ailleurs, là, tu viens de lancer justement une formation pour 21 jours pour lever des fonds grâce à l'IA. Ouais. Comment est-ce qu'on fait une bonne levée de fonds? Comment ça se passe pour pas le faire de la mauvaise manière, se faire arnaquer ou autre? La levée de fonds, c'est un processus de vente comme un autre. Tu as un produit, c'est ta boîte, et tu as des gens qui peuvent acheter, c'est les investisseurs. Et tu as besoin de comprendre quel problème tu dois résoudre pour eux. Tous les investisseurs ne sont pas égaux. Tu as besoin de comprendre à quel investisseur tu as le droit de parler et à quel investisseur tu n'as pas le droit de parler en fonction de ton état. Et ensuite, c'est que de la conviction. Trop souvent, les entrepreneurs imaginent qu'un investisseur, c'est un groupe homogène. Ça, c'est la première erreur. Ensuite, ils imaginent que tous les investisseurs se valent. Deuxième erreur. Et troisième erreur, c'est de chercher de l'argent alors qu'ils ne méritent pas de chercher de l'argent. Donc ça, c'est une erreur assez classique. Mais si tu mérites de chercher de l'argent et que tu fais un bon process, la levée de fonds, c'est pas très compliqué. C'est juste une question de process, en fait. Et comment on mérite, justement? En faisant quelque chose que les gens veulent et un produit que les gens veulent. D'ailleurs, très souvent, tu mérites une levée de fonds parce que tu n'en as pas besoin pour vivre, tu en as besoin pour accélérer, et que donc tu peux sortir de la table. Le problème de la plupart des gens qui lèvent des fonds, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et quand tu commences à pas avoir le choix, là, ça devient compliqué. Tu n'es plus en maîtrise de ta négo. Ouais, carrément. Et à quel moment tu sais quand une boîte, elle sait elle peut lever des fonds, justement? Les boîtes, elles lèvent des fonds par opportunité ou par nature. Par nature, c'est-à-dire que si tu crées une centrale nucléaire, la bootstrapper. Par définition. Donc ça, tu lèves par nature. C'est-à-dire que la nature du projet attire les investisseurs. Et donc là, en fait, c'est la levée de fonds. L'équation de la levée de fonds, c'est levée de fonds égale ta crédibilité divisée par le risque. Si tu ouvres une centrale nucléaire et que tu n'es pas ingénieur en nucléaire, la probabilité que tu arrives à lever pour ta centrale nucléaire est très faible. Par contre, tu n'es pas ingénieur en nucléaire, mais tu as les 10 meilleurs ingénieurs en nucléaire du monde qui travaillent pour toi et tu es très charismatique. Ah, il y a un bug dans la matrice, je veux explorer. Peut-être d'ailleurs, ça vaut plus qu'un ingénieur nucléaire qui n'est pas charismatique. Tu vois. Donc, tout ça, c'est comme un marché. Il y a une offre et une demande et il y a des choses que les gens veulent, des choses que les gens veulent pas. Ensuite, tu lèves des fonds par nécessité, donc par besoin de développement. Là, c'est plus simple. C'est tu as quelque chose qui marche, tu as une boîte qui fait du chiffre d'affaires, etc. Et tu as une histoire à raconter sur pourquoi l'argent t'aiderait à aller plus vite, plus gros, mieux. Et elle est plus ou moins convaincante, cette histoire. Et si elle est convaincante, les gens investissent. Ouais. Et tu parlais de process, justement. C'est quoi le process pour le faire de la bonne manière? Alors, le process, c'est de ne pas dire aux gens que tu lèves des fonds. Donc, c'est de parler à un maximum de gens pour qualifier tes leads. Toi, tu sais qu'ils peuvent investir chez toi, mais eux ne savent pas qu'ils veulent investir chez toi. Si tu arrives à créer cette asymétrie-là, tu as gagné. Parce que très souvent, les gens vont chercher de l'argent auprès de gens qui se disent investisseurs, mais la plupart de l'argent disponible dans le monde est chez des gens qui ne savent même pas qu'ils sont investisseurs. Par exemple, j'ai aidé récemment une boîte dans la mode. C'est qui les investisseurs dans la mode? Il n'y a pas de VC dans la mode. Mais par contre, le moindre directeur de collection qui travaille chez LVMH et gagne 1 million d'euros par an, il est investisseur dans la mode, mais il ne le sait pas. Si tu as 10 mecs qui mettent 100 000, ça fait 1 million. Tu l'as ton seed round. Mais pour amener 10 mecs à mettre 100 000, si tu leur écris un email en disant « Bonjour, j'aimerais que vous investissiez dans ma boîte », ça ne marche pas. Tu as besoin d'abord d'établir la relation avec eux. Une fois que tu as établi la relation avec eux, tu as besoin de leur présenter ça comme un privilège. Et ça, c'est le retournement de situation. C'est comment tu fais pour que c'est lui qui te propose d'investir et pas toi qui lui demande d'investir. En gros, c'est les mêmes techniques que les techniques de drague. C'est la même chose que toutes les techniques de séduction, en fait. Si tu maîtrises les techniques de levée de fonds, tu maîtrises les techniques de séduction. Si tu maîtrises les techniques de séduction, tu maîtrises les techniques de levée de fonds. Ok. Donc d'abord, on se forme sur la drague ou les levées de fonds? Moi, je donnais ce conseil à The Family, c'était aux gens de télécharger les formations des pick-up artistes américains avec les scripts et tout, de les apprendre et de remplacer les meufs par des investisseurs, et ça marche d'enfer. Je demande à un ami, j'ai un pote Julien Blanc qui fait ça. Il pourrait lever plein de fonds. Il se rend pas compte, en fait. Au lieu de se faire chier avec des petites meufs, là, il pourrait lever plein de fonds. Trop bien. Ouais. Et c'est quoi la première chose que regardent les investisseurs?
Et la première chose que tu regardes chez un investisseur? Non, que l'investisseur regarde dans ta boîte. Bah justement, ça c'est typiquement le genre de question qui n'existe pas en fait, parce que il y a autant d'investisseurs qu'il y a d'investisseurs. Donc en fait, tout le monde va regarder quelque chose de différent. Et c'est pour ça que le but du jeu, c'est de ne surtout pas rentrer dans cette relation. Mm. En fait, si tu rentres dans cette relation, c'est comme si tu disais qu'est-ce qu'une femme regarde chez un homme? Là, il y a plein de choses. Mm. Mais en fait, la question, c'est que toutes les fois où on tombe amoureux dans la vie, où les femmes tombent amoureuses, elles n'ont même pas eu le temps de regarder dans un mec ce qu'il y avait. Elles ont été juste submergées, subjuguées. Tu vois, tout avait l'air naturel. Mm. Et c'est pour ça que ça se truc aussi facilement. D'ailleurs, c'est en ça que c'est dangereux. Hein. C'est que les techniques de séduction finissent par créer des connards, parce qu'ils deviennent tellement bons à séduire qu'ils n'ont plus aucun intérêt à vivre de relation. Et de la même façon que si tu deviens trop bon à lever des fonds, bah, ta boîte est en danger. Tout problème a besoin d'argent. Je mets de l'argent à l'infini, puis je ne construis jamais de boîte. Donc le poison est dans la mesure. Mais il faut quand même un petit peu comprendre ces techniques. De la même façon que on a une vie amoureuse plus heureuse si on sait un peu séduire. Mais si tu es trop fort en séduction, il y a un moment... ouais, bah, je pense que tu perds fondamentalement l'envie de bâtir quelque chose avec qui que ce soit, en fait. Complètement. Et comment on fait pour pas perdre le contrôle de sa société après avoir levé? Oh, personne perd le contrôle de la société après avoir... De nos jours, ça n'existe plus, jour de C'est les peurs. Ouais, c'est les vieux trucs, ça. Les vieux trucs. Ouais. De nos jours, les gens... De toute façon, maintenant, les gens investissent dans des outils qui s'appellent le SAFE ou le BSAR. En France, ils n'ont même pas de droit de vote. Tu vois, Ok. Après, on parle bien de la levée de fonds au début. Hein. Ouais. Après, il y a d'autres levées de fonds. Il y a les levées de fonds de la maturation, machin. Là, c'est d'autres sujets. Tu es face à des gens beaucoup plus dangereux. Quand tu cherches 40 milliards pour ta boîte d'AI, ça se passe pas pareil que quand tu cherches 1 million pour ta boîte de mode. Mais bon, c'est vrai que quand tu commences à rentrer dans le monde des fonds d'investissement, du fonds de private equity, là, tu changes encore de niveau, il y a d'autres règles. T'as pas un fonds de private equity avec une technique de séduction, tu vois. C'est pas... Soyons concrets pour les gens qui regardent. Là, c'est d'autres choses. Ça devient beaucoup plus objectivable. C'est des dossiers. Là, c'est carrément de la structure institutionnelle. Mais 99,9% des gens qui nous regardent n'arriveront jamais à ce stade-là. Ce qui compte, c'est les levées de fonds du début et du tout venant. Carrément. Merci pour tout, Sama. De rien. Cool. Bien. Trop bien. C'est cool. Super, trop bien. C'était bien, t'as aimé? Ouais, j'ai adoré. Ouais.